Crise de l'économie, crise de l'énergie, crise alimentaire, crise de l'éducation, l'apocalypse nous menace dans toutes les directions. Mais nous pouvons changer le monde. C'est le message qui vient d'un économiste qui porte ce message aux quatre coins de la planète, face à face avec Guibert Delmarmol. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors, votre dernier ouvrage s'intitule « Sans plus attendre ». Vous y proposez une vision plus respectueuse de l'humanité, un monde plus juste pour les générations futures, en fait. Je pense que c'est parfaitement nécessaire et il y a urgence à développer cette approche. Le titre de l'ouvrage est révélateur, hein, « Sans plus attendre », paru chez Kerr Éditions. On peut changer les choses, mais il ne faut tout de même pas traîner. Absolument. Le feu est dans la maison, mais c'est aussi une opportunité de construire un nouveau modèle. Guibert Delmarmol, vous vous dites résolument optimiste. Et au début de l'ouvrage, vous citez Kennedy qui disait « Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des sceptiques ou des cyniques dont les horizons se limitent aux réalités évidentes. Nous avons besoin d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé. » Absolument. Je pense que dans toute chose, le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Et dans mon cas, je préfère le regarder à moitié plein. Oui, ça c'est le côté optimiste. Oui. Mais là, vous dites aussi qu'il faut des gens qui sont capables d'imaginer des choses qui n'existent pas aujourd'hui et qui existeront demain peut-être beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Vous avez démarré l'émission en parlant de l'ensemble des crises que nous traversons. Il y a urgence, il y a danger, et je pense que c'est plus qu'une crise climatique, démographique ou politique, c'est une crise systémique qui nous impose de repenser tout le modèle de société. Et donc c'est une opportunité extraordinaire pour nous et pour les générations suivantes de construire un monde nouveau. Alors on va justement explorer votre ouvrage et votre vision qui s'inspire, et c'est là qu'il est très intéressant, de nombreux actes concrets dans la planète. Tout d'abord, avec ce prérequis, tout homme a besoin d'humanité, c'est-à-dire de dignité humaine. C'est quoi la dignité humaine ? Pour moi, la dignité humaine, elle s'appuie sur 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'accès à la nourriture. Le deuxième, c'est l'accès au toit, à la propriété, avoir une habitation, l'habitat. Le troisième, c'est l'accès aux soins de santé. Et le quatrième, probablement le plus important, c'est l'accès à l'éducation, car de tous les fléaux, l'ignorance est le plus marquant. Et le plus marquant, on y reviendra dans cette interview. L'homme a besoin d'autonomie aussi, dans cette dignité. Mais l'autonomie, et vous l'écrivez dans le livre, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas le repli sur soi, c'est être pour soi sans cesser d'être pour les autres aussi. Absolument. Je dis c'est la différence entre autonomie et autarcie. Autonomie, c'est prendre en considération ses besoins premiers, y faire face, mais être connecté au monde. Alors parlons du premier besoin des humains, l'alimentation, que vous abordez longuement dans le livre, avec un constat terrible tout de même. Notre modèle réduit à la famine plus d'1 milliard d'individus sur la planète. Oui, on a un problème. On est passé, comme je l'explique dans le livre, dans une agriculture productiviste extrêmement importante. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce type d'agriculture est dommageable à la fois pour les seuls et ne parvient pas à nourrir l'ensemble de la planète. Ce n'est pas simplement faire un procès à l'agriculture, je pense que c'est le mode de consommation. Il faut savoir qu'on jette aujourd'hui un nombre de nourriture absolument extraordinaire. Les chiffres disent que l'Allemagne jette tous les jours l'équivalent de ce que l'Autriche consomme en nourriture. Ce qui est assez effarant, évidemment. Oui, absolument. Bon, il y a bien sûr la consommation, donc ça concerne évidemment ceux qui nous regardent et nous-mêmes, bien entendu. Mais il y a aussi d'autres constats qui concernent les agriculteurs eux-mêmes. Vous critiquez solidement la PAC, la politique agricole commune. Telle qu'elle était par le passé, je pense qu'aujourd'hui, elle a fait un pas dans la bonne direction, mais je pense qu'on devrait beaucoup plus inciter une écologie, ou en tout cas une agriculture verte, et qui tienne en considération toutes les externalités, tous les impacts au-delà de la simple rentabilité d'exploitation. Pour faire court, aujourd'hui, malheureusement, les agriculteurs sont dans un système où ils sont largement subsidiés. On leur impose d'utiliser des intrants, des produits chimiques à la fois pour désherber et pour engraisser les sols. Et c'est dommageable. Il faut savoir que c'est une des professions où le taux de suicide est le plus élevé. Rien qu'en France, l'an passé, 500 agriculteurs se sont suicidés. C'est tout dire. Ce n'est pas normal. Un autre chiffre par rapport à la PAC, un chiffre que vous citez dans l'ouvrage, en 2012, 10 000 agriculteurs français se sont partagés, on parle de subventions, la somme de 6 milliards d'euros. Absolument. C'était le modèle. On est dans un cercle vicieux. Absolument. Et donc, en plus, je pense que les gens perdent aussi ce qui fait la noblesse de leur métier, c'est le contact véritablement à la terre. Et aujourd'hui, quand on voit les scandales alimentaires tels que le problème du cheval dans les lasagnes, eh bien, le fermier, qui est une profession noble, ne se sent plus au milieu de la société civile. Et je pense qu'il est important de rendre à cette activité le prestige qu'elle mérite. Sans compter évidemment qu'il y a une agriculture à 2 vitesses aujourd'hui dans le monde. Il y a celle du Nord avec, comme vous le dites, une hyper-mécanisation, une délocalisation et puis la monoculture et les lobbies d'agriculture qui encouragent tout cela. Et puis l'agriculture du Sud qui est nettement plus pauvre évidemment. Absolument, avec un énorme problème là-bas qui est l'accès aux terres. Il faut savoir que les gens qui viennent gonfler le nombre de sans-abri dans les bidonvilles sont des gens qui très souvent
proviennent des campagnes, mais n'ont plus accès aux terres. Et donc... Parfois même, vous le décrivez dans le livre, ils avaient des terres, mais ces terres ont été spoliées par les Occidentaux, par je ne suis les plus riches. Je ne suis pas dans une dénonciation d'un modèle. Je constate simplement qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a un phénomène de concentration au niveau des terres et que ce qu'on appelle des micro-fermes, mais qui sont indispensables au système, ne parviennent plus à vivre. Alors, il y a le constat, mais il y a aussi les solutions. Et là, vous avez une solution qui est de prôner des solutions que vous qualifiez de glocales. Ça veut dire quoi, les solutions glocales ? Glocales, il ne faut absolument pas se couper de ce que nous apporte la globalisation, qui est intéressante. Mais pour les fondamentaux, ce qui donne la dignité humaine, à savoir l'accès à la nourriture, il faut développer des solutions locales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des pays du Nord ? Il faut, je pense, redévelopper une agriculture urbaine. C'est en train d'arriver. Il y a plein... Une agriculture sur les toits des immeubles ça existe. Et, il y a également des tours que l'on construit. Vous donnez beaucoup d'exemples. À Montréal, si je me souviens bien. Ça démarre à Bruxelles prochainement. Il faut repenser également la ceinture verte autour des villes, redévelopper le maraîchage, redévelopper des concepts de micro-fermes. Je donne des exemples de fermiers qui, en fait, souvent sont des néo-ruraux, d'anciennes personnes qui travaillaient véritablement dans les bureaux et puis qui, 3 jours par semaine, vont redévelopper du maraîchage et autres, avec une approche qu'on appelle de l'agroécologie, donc respectueuse de l'environnement et avec des rendements tout à fait incroyables. Et avec ça, on peut sauver l'agriculture. À un moment donné, vous dites, on est capable aujourd'hui, nous avons les moyens de nourrir 9 milliards d'individus potentiels sur la planète de façon durable et respectueuse pour les générations futures. Oui, totalement. Je suis très, très inspiré par un agronome qui a travaillé à la Banque mondiale et à la FAO, qui est le professeur Marc Dufumier, qui explique très, très bien, pour avoir parcouru le monde, que c'est possible, en utilisant ces techniques dont je viens de parler, en utilisant la technique d'agroécologie également pour le Sud. Et ce n'est pas du tout faire fi de la technologie, c'est marier l'ancien et le futur. Guy Berdel-Marmol, après l'alimentaire, vous évoquez l'énergie. C'est le deuxième besoin vital finalement de l'humain, aussi crucial que l'autonomie alimentaire, dans un monde où 2 milliards d'humains sont privés d'un accès raisonnable à l'énergie. Ça, on ne le dit pas, mais c'est la vérité. Oui. Il y a un énorme enjeu de ce côté-là. Pourquoi l'énergie ? Parce que quand vous avez l'électricité, surtout dans les pays du Sud, vous avez accès à la lumière. Si vous avez accès à la lumière, vous pouvez étudier. Si vous allez à Mombasa ou à Nairobi, vous verrez qu'à partir de 6 heures du soir, les enfants sont sous les lampadaires dans les rues. Ils n'ont tout simplement pas accès à la lumière dans leur maison. Pour leur apprentissage. Absolument, absolument. Donc c'est extrêmement important. En parlant d'autonomie, Guy d'autonomie énergétique, vous écrivez que les conflits sont souvent les catalyseurs des plus grandes avancées technologiques. Alors, on évoque l'Ukraine dans votre ouvrage, au début et plus loin encore. Est-ce qu'on doit, nous, avoir peur d'une crise entre la Russie et l'Ukraine, par exemple, par rapport à l'approvisionnement au gaz ? Ça, je vous dirais, c'est hors débat. Je ne traite pas de ça dans mon livre. Si, vous l'évoquez. Mais j'évoque le problème de l'Ukraine. Oui. Je dis que l'Ukraine, comme l'Europe en partie, c'est soumis à la Russie et à la dépendance du gaz. Je pense que pour éviter ce genre de choses, on doit redévelopper l'autonomie énergétique. Donc redévelopper des systèmes qui fassent qu'on est capable de produire l'énergie sur place et localement et ne plus dépendre d'un État lointain dont le niveau démocratique dépend suivant les personnes qui le dirigent. Et votre recette, c'est 2 énergies a priori inépuisables, le solaire ? Oui, le solaire. Le solaire, pourquoi le solaire ? Il faut savoir qu'on utilise chaque jour l'équivalent de ce que la Terre met 10 000 jours à produire sous forme de fossiles, alors que le Soleil nous envoie chaque jour 500 fois plus que ce qu'on a besoin. On a cette capacité, les technologies sont évolutives et très rapidement, on parviendra à avoir une captation du Soleil qui soit vraiment rentable et efficace. La deuxième est plus interpellante et c'est ce que j'appelle l'électromagnétisme, qui est omniprésente partout. Et c'est en relisant les travaux de Nikola Tesla, qui est probablement le Léonard de Vinci du XXe siècle, qui est l'inventeur de l'électricité alternative, que je me suis dit, et que j'invite surtout les académies de sciences à se repencher sur ces travaux. Vous évoquez évidemment encore beaucoup de thèmes. On a dit l'éducation, c'est important de changer, de repenser notre éducation également, l'accès à l'école et la manière d'apprendre. Oui, parce qu'un nouveau monde est en train d'émerger. On estime que 65% des métiers qui s'offriront aux enfants qui sont en primaire aujourd'hui n'existent pas encore. Donc, nous allons devoir créer quelque chose de fondamentalement nouveau et ces enfants seront les bâtisseurs. Donc, il y a urgence à apprendre à penser différemment et à rebooster la créativité. Pour terminer, je voudrais parler de cette phrase « Notre société est en panne, nous touchons aux limites du système Terre ». Vous dites raisonner en termes de capital, c'est finalement dépasser. Le produit intérieur brut, c'est dépasser. Il faut dépenser le bonheur intérieur brut, comme on le fait de manière un peu marketing au bout de temps. Oui, absolument. Mais je dis ça, le problème du produit intérieur brut, c'est qu'il ne tient pas en considération les externalités négatives, l'impact négatif. Si vous payez un burger 1 €, il faut savoir que ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité. Donc c'est ça le problème. Le jour où on change les mesureurs
et où au produit intérieur brut, on intègre également les effets positifs ou négatifs sur l'ensemble de la collectivité, et pas simplement l'augmentation du chiffre d'affaires dû à la vente de médicaments et autres, vous changez tout le système. Il y a à un moment donné un passage extrêmement révoltant dans votre ouvrage, vous parlez du cancer. Pour donner le cercle vicieux que ça peut apporter. Vous dites le cancer, finalement, plus il y a de cas de cancer, plus les hôpitaux travaillent, plus les sociétés pharmaceutiques travaillent, et plus le PIB augmente. Oui, on ne tient pas en considération les coûts pour la société derrière. C'est exactement le problème. C'est un artifice qui est biaisé, c'est un mesureur qui est biaisé. La conclusion de l'ouvrage, sans plus attendre, c'est qu'on ne doit pas être frileux par rapport aux nouvelles technologies, on doit les prendre comme une chance, mais en y mettant ce que vous appelez un supplément d'âme. Oui, je pense que, comme disait Einstein, l'avancée des sciences n'est rien sans l'avancée de la conscience. On a véritablement la possibilité de construire un nouveau monde en mariant les deux. Un ouvrage très intéressant, sans plus attendre. Bien, lisez-le, sans plus attendre. Moi, je vous tends la plume pour signer cet ouvrage pour un de nos téléspectateurs qui le recevra en nous écrivant à faf@rtl.be. Sans plus attendre est paru aux éditions Caire. Merci mille fois, Guy Berdel-Marmol, d'avoir été là. Un grand merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce Face à Face. Au revoir.